Cette semaine, dans le balado, on se dévêtit pour votre plus grand plaisir. Ben, enfin, on l'espère. Bienvenue à mon ciné balado. Vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut, Jeff. Allô, je tiens juste à mentionner qu'on enregistre habillé, par exemple. Oui. C'est plus, c'est l'idée et la blague, là. C'est pas au sens littéraire. Une chance qu'on ne filme pas. Remarque qu'on aurait pu le Ouais, faire c'est ça. sur YouTube. Pour le spécial. Mais je pense... Sur OnlyFans, pour nous suivre. Oui, on pourrait partir à OnlyFans. C'est ça, puis il n'y a rien de plus beau qu'un homme nu assis, là, avec tous nos plis de bedaine, puis tout, là, ça serait épeurant. Un vrai film d'horreur. Du grand cinéma, ouais, voilà. Donc, écoute, je pense que depuis le début de ce balado, c'est la semaine la plus tranquille en termes de sortie. Oui. Ouais. Puis la semaine dernière, en plus, j'avais dit on devrait intégrer Close tout de suite, même s'il était en sortie limitée. Puis là, cette semaine, il ouvre dans plus d'écrans, d'ailleurs. Fait que, réécoutez, mais j'aurais dû le garder pour cette semaine. Ça nous aurait fait plus de chair autour de l'os. On aurait pu. Donc, avant d'attaquer les sorties de la semaine, petit tour d'actualité. Oui. Tu veux-tu que je me lance? Ben, vas-y. En fait, c'est ça, j'ai pas eu le temps de fouiller l'actualité. J'étais à Ciné-Québec cette année. L'an dernier, on y avait été tous les deux. On a fait quelques entrevues. Cette année, j'avais des collègues, mais t'étais pas là. Puis j'ai pas mené d'entrevue non plus parce qu'en fait, quand on fait ça, on manque des activités. C'est tellement une occasion serrée. Fait que globalement, c'est un regroupement des distributeurs de films québécois et des propriétaires de salles. Fait que souvent, on vient présenter la prochaine année en cinéma québécois et de la francophonie, là, européen. Mais on parle pas du cinéma américain. Fait qu'il y a des conférences, des ateliers, des projections de films et plein de repas où on présente les films à venir avec les équipes, des bandes annonces, des premiers extraits. Il y a beaucoup de films que le tournage vient de terminer, on rush, on vous montre une petite scène, la colo est pas finie, etc., etc. Donc, ils viennent titiller les propriétaires de salles de cinéma. Voilà, pour dire... Mettez nos films, s'il vous plaît, voici ce qui s'en vient, parce que pour plusieurs cinémas, c'est un peu ce que j'ai réalisé ici cette année, on fréquente des fois des plus grands cinémas, mais il y a beaucoup en région qui sont des partenaires du magazine et du balado, mais qui ont 1, 2, 3 écrans seulement, fait qu'eux, ils peuvent pas tous jouer, fait qu'il faut qu'ils fassent des choix, fait que il y a des jeux de coulisses là, qui s'enlignent pour dire vois mon film, ou Antel Moussant pour te dire justement, je sais pas, Rue de Kim Thuy, ben voyez des premières images sur la touchante, en septembre, vous voulez pas rater ça. T'sais. Fait que, oui, vas-y. Ouais, ben, je me disais, est-ce qu'on annonçait des grandes primaires, un bon cop, bad cop 3, les boys 10? Non, il n'y a pas eu de ça. Surtout que, ben là, cette année, il y a eu plusieurs changements, notamment, c'est drôle parce que ces films-là, c'était les films Séville. Les films Séville qui avaient fermé cette année, qui ont réouvert en Imina Film, juste à temps pour lancer le 23 décembre. Puis, fait qu'eux, il y avait... pour l'instant, la plus petite sélection, mais des très beaux films, là, vraiment. Ben, il y a Le Plongeur qui prend l'affiche dans quelques semaines. Puis parmi mes comme films à surveiller de la prochaine année, il y en a plusieurs, mais j'essaie d'y réfléchir à nouveau. Puis ils ont le film Les Hommes de ma mère, de Annick Jean, son premier long-métrage. Puis j'ai oublié le nom de l'autrice, là, la scénariste qui l'a écrit, mais ça va être avec Léane Labrèche d'Or, qui est un peu... perdu dans sa fin vingtaine, puis sa mère décède et elle lui demande comme tâche spéciale d'aller revoir tous ses ex-maris, parce qu'une fois qu'elle avait divorcé, elle s'est remariée souvent, fait qu'elle est enfant unique, puis ça la confronte à revoir toutes ses figures paternelles qu'elle a eues au cours de sa vie, puis il y a une partie biographique, là, je me souviens plus si c'était Maryse La Tendresse ou quelqu'un comme ça qui a écrit, là. Puis on a vu pas une bande-annonce, mais un genre de montage musical, ça a l'air, et très comédie dramatique, là, ou disons un drame comique, là, une dramédie. Ça a l'air vraiment, vraiment bon. Et je me souviens plus, par contre, je pense que c'est à l'automne. Je pense qu'il n'y avait pas de date encore pour cela, mais on parlait, j'avais discuté après, puis c'est vraiment 2023, là, ça sera pas repoussé pendant 2 ans non plus. Dans mes coups de cœur, c'est ça, Rue, que j'ai vraiment hâte. Là, on a vu, je pense que c'était la bande-annonce qui va être officiellement dévoilée très bientôt. Là, ça a l'air incroyablement touchant. Cœur de Slush, qu'on avait annoncé récemment, ça a l'air vraiment très bien, de la manière qu'il en parle. Oui, c'est histoire d'ado, mais je pense que ça peut toucher beaucoup de monde. François Letourneau aussi était là pour en parler, qui joue le père des deux filles, puis tout. Puis... Sarah Maud Beauchesne est vraiment une très bonne autrice. Donc, et je pense que c'est elle qui a fait l'adaptation du scénario. Oui, absolument, c'est ça. Je pense qu'on devrait trouver justement
un petit plus-value là, à la comédie pour ados, je pense. Puis ça, c'est produit directement par Christian Larouche, là, qui a aussi une maison de distribution, mais qui produit certains des films. Puis il semblait déjà dire comme... Bon, c'est même pas fini, puis on n'écarte pas l'idée d'un 2, surtout si tu veux que le monde vieillisse pas trop vite, puis garder aussi le même public, ben faudrait que ça se fasse assez rapidement. Fait qu'il y a rien de confirmé, mais je pense qu'on veut travailler à voir est-ce que déjà on aurait une suite en tête pertinente. Puis tu sais, du côté de Sarah Maud, c'est un livre qu'elle a écrit il y a quand même 10 ans. Elle l'avait écrit pas longtemps après cette période-là. Fait que là, maintenant qu'elle a 10 ans plus tard, comment est-ce qu'elle pourrait voir une suite potentielle, mais qui se passerait assez consécutivement, là, au lieu que le personnage ait 16 ans, peut-être à 18 ans, quelque chose de même. Il y a ça. On a vu quelques images de La Meute de Anémon, qui... c'est drôle, on n'a pas décrit le synopsis comme tel, mais c'est vraiment La Meute, je pense, comme quelqu'un qui s'embarque un peu dans les incels ou de quoi du genre, et qui est joué par Guillaume Cyr. On avait juste vu un petit extrait. Ça a l'air vraiment bon, un genre de huis clos. Je pense que ça venait d'une... Si je me trompe pas, ça venait d'une pièce de théâtre et Guillaume Cyr jouait dans la pièce comme telle, puis Anémon a adapté ça. Gros clash depuis Jeune Juliette, là, c'est comme deux genres complètement différents. Dans les films un peu weird là, qu'on aime bien, déjà le titre va t'indiquer ça. Vampire humaniste cherche suicidaire consentant. Un premier film pour Ariane Louis XVI qui a connu beaucoup de succès avec différents courts-métrages. Fait que son premier long, avec Sarah Monpetit et aussi Steve Laplante, entre autres. Là. Fait que c'est une vampire qui n'aime pas le sang et ne veut pas tuer, genre. Fait que pas végétarienne comme telle, mais tu sais, ça file un peu de même. Fait que ses parents vont l'envoyer vivre ailleurs, mais c'est dans le monde contemporain, là. C'est très d'aujourd'hui. Fait que c'est un peu décalé à la quand même Stéphane Lafleur ou juste un peu, tu sais, sauce à 24, là, un peu, mais très... Pas à 24 dans les gros films d'horreur, mais dans juste un peu weird. Comédie noire, dans le fond. Là. Je pense pas qu'on tombe dans l'horreur. C'est pas une comédie d'horreur, c'est juste un thème de même. On a vu juste un petit extrait, puis évidemment, ça va sortir en octobre, mais ça, j'ai très, très hâte de voir ça. On nous a reparlé de Bungalow encore, que j'ai bien hâte, avec Guillaume Cyr aussi, au mois d'avril. Ouais, ça, c'est ça pour rapidement, là, ce qui me souvenait. Il y a, dans les Européens, Les Trois Mousquetaires, je sais pas si on en avait parlé, qui a été acquis par Sphère Film. Fait qu'en France, le premier volet, D'Artagnan, sort en avril. Nous, ça va être le 5 mai. Puis le deuxième volet, ça risque d'être en même temps, là, au temps des fêtes, le volet Milady. Très hâte de voir ça. C'est sûr que c'est une bande-annonce assez sombre, mais il faut comprendre que je pense 2 films mélangés dans la même bande-annonce. Mais moi, ce casting-là là, de Pio Marmaille, Vincent Cassel, Romain Duris en Arthos, Porthos, Aramis, puis François Civil aussi, qui est une des coqueluches. Comme je disais avec nos collègues, il manque juste Pierre Ninet, puis t'as comme pas mal le top 5 acteurs blancs français hot là, les 20 dernières années, presque. Là. Voilà, fait que ça c'est super cool, j'ai hâte à ça. Et dans les films que j'ai vus en primeur, ben on va en discuter quand ils vont sortir. Il y en a un que tu as vu toi-même d'ailleurs pour ton entretien avec Éric Bruno, c'est Crépuscule pour un tueur, qui prend l'affiche très bientôt, le 10 mars. On a pu voir La Cordonnière, Farador, qu'on a déjà travaillé beaucoup avec les gars, mais on n'avait pas vu le tournage final. J'ai vu ça. Frontières et puis Jour de merde, c'est tous des films qui prennent l'affiche là, d'ici le printemps, là, fait que mars-avril. Fait qu'on va les couvrir chaque semaine quand ça va venir, mais ça augure très bien. Vraiment de beaux produits. Puis c'est un peu ce qu'on a vu dans un des panels sur le retour sur l'année 2022. C'est que on est... les salles reprennent du poids de la bête là, depuis on n'a pas réatteint les chiffres et les succès de mettons des années 2018-2019, mais ça s'en vient très bien si ça continue comme ça. Puis au niveau des films québécois, ce qu'on remarquait, c'est qu'on n'a pas eu un film qui a fait comme 5 millions, 6 millions, qui était super polarisant, un genre de Bon Cop, Bad Cop ou Père en flic. Mais souvent, ces années-là, c'est que les films suivants mordaient la poussière. Là, alors que cette année, on a eu 3 ou 4, je suis plus sûr, films qui ont fait plus d'1 million. Tu sais, le top 10 des films québécois qui font tous en haut de 400 000. Ah non, je pense que le 10e, c'est Viking qui est à, mettons, 250 000, là, mais en tout cas, il y en a beaucoup en haut de 400 et tout. Il y a comme une grosse proportion, c'est comme tous les autres qui ont eu plus de misère, malheureusement. Genre. Fait que c'est comme le top 10 récolte la même part du marché qu'il y avait, mais c'est le reste, donc les 40 autres films québécois, il y en a quasiment un par semaine. Ouais, c'est eux qui sont vraiment en reste. Mais cette année, on a eu tellement un automne difficile au cinéma, vraiment pas à cause de la qualité des films. Il a fait
beau show, je sais, personne n'allait dans les salles, donc peut-être un film comme Viking, comme Niagara, qui ont fait 300-400 000, aurait peut-être fait un 100-200 000 de plus s'il y avait plu un petit peu plus. Oui, tout à fait. Fait que ça, c'est circonstanciel, on peut rien y faire si tu l'analyses par après. T'sais. Fait que voilà pour mon aventure où j'ai peu dormi. C'est des journées chargées, c'est ça, on mange, on écoute, on discute et on recommence. Voilà. Ben, excellent. En espérant que tu puisses être des nôtres l'année prochaine. Oui, j'aimerais bien ça, effectivement. Voilà. Donc, merci pour ce compte rendu. Qu'est-ce qui s'est passé sinon à Hollywood? Disney ont fait quand même de grosses annonces cette semaine. J'ai tout manqué ça. Oui, alors on a annoncé des suites à des dessins animés très aimés du grand public. Donc, on va avoir un Frozen tome 3. Un Frozen 3. Est-ce que tu penses qu'on va mettre le 3 à la fin ou on va le mettre à la place du E comme Megan? Ouais, peut-être. Ou peut-être du Z, ou en tout cas, je ne sais pas. On va avoir un Toy Story 5. Ah ouais, je pensais que c'était fini, moi. Ça. Écoute, c'est ça, le 3, c'était supposé être le dernier, le 4, c'était supposé être le dernier. Mais surtout que les chiffres chutent quand même, mais c'est encore, ça vaut la peine encore. Oui, écoute, ils font quand même au-delà d'1 milliard au box-office mondial et tous les produits dérivés, on s'entend. Hein? Ah oui, on oublie ça, il faut continuer à vendre des couettes de lit et des sacs à dos. Et voilà, donc, mais écoute, j'ai hâte de voir. Je dis que Toy Story, c'est leur franchise chouchou, fait que je me suis dit... l'idée doit être vraiment bonne là, pour aller créer ce 5e volet-là. Et aussi, Zootopia, un 2e film. Donc, Zootopia aura une suite. Ça fait quelques années que exact, je pensais qu'on l'aurait déjà eu, mais c'est pas si vieux que ça. C'est 2017, je pense, le premier. Peut-être dans ce coin-là. Là. Donc, mais ça fait quand même 5, 6, 7 ans. Là. On n'a pas de date de sortie encore pour ces 3 films-là. Je ne sais même pas s'ils sont déjà en production ou si on annonce juste leur pré-production. Donc, c'est peut-être plus du 2025-2026. Surtout que Disney ne se garde pas pour caler des dates puis annoncer beaucoup d'avance. Fait que ça peut être plus dans 2-3 ans. Donc, à suivre. Mais en tout cas, au moins, on aura d'autres aventures de Olaf et de... Buzz et Woody. Peut-être même un crossover, ça pourrait être le fun. Faire un multivers Disney. C'est ça. Et nommer ici les personnages de Zootopia qu'on ne se souvient pas des noms, malheureusement. Le paresseux. Ouais, c'est lui qui est... C'est sûrement qu'ils vont le ramener là, aux licences, là, au permis, je sais pas trop. Mais en fait, c'est vraiment bon. Fait que j'espère en ce cas-ci, c'est pas grave qu'il ait pris 8-10 ans pour le faire, mais qu'on aura une histoire aussi intéressante. Parce que là, t'as comme plusieurs punchs d'animaux dans des métiers et tout qui ont été brûlés un peu là. Fait que là, ça demande plus d'inventivité. Je sais pas si on va ramener la gazelle, c'était pas Christina Aguilera, voyons, parce qu'elle c'était comme une vedette, c'était une chanteuse, puis elle était voicée par la chanteuse est-tu colombienne, je pense là. Shakira. Oui, c'est ça, voilà. Fait que je sais pas si Shakira va être encore assez cool pour que... Ou en tout cas, elle va peut-être avoir besoin de se cacher là pour rembourser ses impôts au burn. Ah oui, il y a ça aussi, oui. Mais écoute, c'est pas une surprise. Je pense que Disney annonce ces suites-là. Là, on sait que quand même depuis 2 ans, leurs dessins animés, surtout cette année, là, ils ont encaissé un gros coup avec Strange World et Lightyear là, qui se sont plantés au box-office. Donc, ce qui est bizarre parce que c'est ceux qui ont décidé d'envoyer sur la plateforme qui sont les plus prisés. Turning Red se ramasse aux Oscars, puis on dit pourquoi c'est pas lui que vous avez mis au cinéma. Effectivement. Alors, voilà. Sinon, Atom Egoyan, notre grand cinéaste canadien, va annoncer qu'il tournait un nouveau film avec Amanda Seyfried, que j'aime beaucoup. Oui. Y avait-tu déjà tourné avec elle, je pense, dans le film Chloé en 2009. Donc, c'est des retrouvailles pour eux. Le film s'appellera Seven Veils. Et Amanda Seyfried incarne une espèce de directrice de théâtre, directrice artistique, qui va essayer de présenter une nouvelle version de l'opéra Salomé. Voilà. OK, c'est assez cryptique, évidemment. Oui, voilà. Sinon, dans les autres projets annoncés, qui peut être intéressant, Léa Poul, quand même, une des grandes réalisatrices d'ici, va tourner avec Sébastien Ricard de Loco Locas. Ouais. Mais maintenant qui est plus vraiment Loco Locas. Mais donc, quand même très bon comédien, honnêtement. Et puis, donc, dans le film Silence, ce qui a attiré mon attention, c'est que c'est rare qu'on voit ça au Québec. C'est une adaptation d'un roman, mais un roman islandais. Qui a été quand même assez populaire là, de l'autrice. Là, je vais le lire parce que c'est un nom quand même pas évident. Donc, de Audur
Ava Ólafsdóttir, donc roman qui est sorti en 2017, qui a été traduit dans une vingtaine de langues, qui a été un best-seller à l'international, donc c'est quand même... Oui, c'est rare qu'on adapte un roman étranger. Oui, puis qu'il y a un grand succès comme ça, donc, mais voilà, fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Moi, c'est pas mal ça, en termes de news. Écoute, j'ai rien pour renchérir. Et... On tombe dans les bandes-annonces et tu sais, on en a parlé la semaine dernière, je suis très triste. Là. J'espérais voir la bande-annonce de Rapide et Dangereux 10, Fast X ou Rapide X. Mais là, je pense que c'est juste qu'on peut pas retarder l'enregistrement. Fait que probablement, au moment que vous écoutez ça, le temps que j'ai monté 1000 épisodes en ligne, elle est disponible. Peux-tu essayer de deviner qu'est-ce qui se passe dedans? Toi, tu les as même pas toutes vues. J'ai pas vu le dernier. Okay. Mais moi, j'avais vu tous les autres. Mais là, ils ont sorti, parce que là, ils ont terminé tous les Legacy trailers, comme je disais. Là, ils ont sorti un petit teaser de 30 secondes qui présente comme des personnages. Okay. Et on voit que John Cena revient, qui est le frère du personnage de... j'oublie même son nom, soudainement. Ouais, moi aussi. De Vin Diesel, mais son personnage... Aïe, je suis pas un bon fan. Sauf que là, à la fin, il y avait Part Ways, ils s'étaient séparés, mais là, on voit qu'il va peut-être revenir. Ceux qui sont introduits, Jason Momoa. Oui, c'est un gentil ou un méchant, tu penses? Ben, j'ai l'impression qu'il va être un méchant. Sûrement. Ça doit être un nouvel homme de main de Cypher, joué par Charlize Theron. Il y a Brie Larson aussi qui fait son entrée. Moi, je pense qu'elle va être good guy, mais genre un gun for hire un peu. Là. Ça doit être une fille qui va leur fournir du stock, des chars, des armes, puis qu'elle va se joindre à eux. Je la sens plus de même. Là. Puis il y a Alan Rickson, je sais pas si on prononce le H, là, qui est une face... qu'on reconnaît, mais il n'est pas tant connu. Il avait joué dans une série comique de football, le Blue Mountain State. C'était lui qui avait fait le Raphaël aussi dans les derniers Ninja Turtles, mais tu sais, il a fait le motion capture puis la voix. Là, genre, je sais même pas s'il a fait le motion capture. C'est une bonne pièce d'homme qui est là-dedans. Fait que lui, il a l'air de style plus agent de police. Là. D'après moi, c'est ça. Ça, c'est mes guesses. Alors, on verra... Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Plus tard dans la journée. Ils vont-ils dans l'espace, tu penses? Ils ont comme surfé dans le 9, ils quittent c'est ça. En mettant un gros réacteur sur je sais plus trop quelle auto. Mais tu sais, il va y avoir une deuxième partie. Là, c'est ça. Ils vont peut-être garder ça pour le 11, enfin le 10 part 2. Ou ça va finir dans l'espace comme... te souviens-tu de... comment il s'appelait dans le film avec Robert Trujillo là, que Robert Rodriguez avait fait avec Danny Trejo, Robert Rodriguez avait fait non, j'ai pas vu. Mais non, c'est dans le temps des Grindhouse, une fausse bande-annonce. Ouais, puis là il a fait un film Machete, c'est ça. OK. Puis là il était supposé faire une trilogie. Puis Machete 2 finissait que le méchant joué par Mel Gibson allait dans l'espace, fait que là ça finissait en disant Machete will return in space. Mais là je pense que ça s'est un peu planté au box-office, fait qu'il n'y a jamais eu de Machete 3, mais il aurait été dans l'espace. Fait que peut-être qu'on va faire ça. Le Cypher va aller dans l'espace. Puis là, ça va faire dire en disant la famille Fast will return. Ça serait fou. Ça serait Coco Banane au bout. Ils font des courses de navettes. Il y a, on s'en est parlé juste avant d'enregistrer aussi dans les bandes annonces là, qui ont sorti. Air, de nouveau film de Ben Affleck. Ouais. Et ce qui est singulier, c'est que c'est fait par la compagnie de production Skydance qui maintenant a une affiliation avec Amazon. Puis on dit, ben là, ça va juste un film d'Amazon Prime. Mais non, Amazon ont déclaré il n'y a pas si longtemps là, sur Twitter, là, je pense à l'automne, qu'ils ont vraiment un désir d'aller au cinéma. Parce que tant qu'à produire un film, c'est quand même là que la majorité de ton argent se fait. Là. Ouais. Fait que la bande-annonce vient de sortir. C'est sur l'invention des Air Jordan. Donc, c'est comme un drame sportif, mais autour du sport, là, si on veut, un peu à la Moneyball. Mais fait que ce qu'on se souvient, c'est que la compagnie Nike allait pas tant bien des années 80. Puis, c'est l'affiliation avec Michael Jordan qui a relancé qui a propulsé, qui ont amené les Air Jordan, le logo swoosh qui a tout été pimpé à ce moment-là. Mais Michael Jordan était juste une recrue, même pas repêchée, et toutes les compagnies de souliers voulaient s'associer à lui. Puis je pense que c'était vraiment... c'était-tu Adidas, je pense, qui était la grosse affaire avant? Là? Moi, c'était Converse. Il y avait Reebok. Ça, okay, ça, c'était l'arrivée de Reebok dans ces années-là. Puis c'était gros, là, sur le... Et j'en avais les Reebok qu'on peut gonfler, là, les pompes. Ah oui. Okay. Ouais. Pour ta carrière de basket. Et voilà. Puis c'est ça, fait que ce qu'on comprend, c'est que... ce qui est, c'est que
c'est une chasse à essayer d'avoir Jordan, mais c'est pas tout le monde dans l'équipe qui y croit non plus. Ouais. Puis si vous aviez écouté le documentaire sur Michael Jordan que Netflix avait produit, là, une série de télé documentaire, on en parlait justement il y avait un épisode sur le Nike. Ben là, on fait l'inverse. On va être du côté des bureaux chez Nike. Oui, parce que dans la bande-annonce, on voit même pas de Jordan. Non, Puis c'est ça. Je suis curieux même peut-être qu'on le verra même pas dans le film. Moi, j'ai ça se pourrait très bien parce que ce qu'on voit, c'est Viola Davis qui joue sa mère, fait que les négociations se font avec elle. Et l'employé le plus impliqué, il est joué par Matt Damon. Fait que c'est le retour du duo Casey Affleck. Puis Ben Affleck joue... J'ai dit Casey Affleck, ouais, je me suis trompé. Je vais dire Damon je pense Affleck. Qu'il s'appelait, qui était l'un des copropriétaires, je pense, de Nike, là, carrément. Là, donc, fait qu'au casting, c'est ça, Jason Bateman également. Aussi, ouais. Fait bon, que, c'est comme film de bureau, mais dans le monde du sport. Fait que, mais un sujet original que moi, je veux vraiment devoir. Puis, fait qu'on parle du 5 avril, mais donc, ça devrait sortir sur écran. Mais là, j'ai aucune idée si on va arriver à se rendre au Québec. Est-ce qu'on va faire une sortie un peu plateforme, là? Donc, plateforme, ça veut pas dire les plateformes en ligne, mais plutôt par étape. Là. Fait que ça pourrait arriver un petit peu plus tard. C'est à suivre, mais c'est leur désir d'aller au cinéma. Nous, c'est notre désir de présenter des bons films. Fait que ça a l'air très intéressant. C'est pas Ben Affleck qui l'a écrit, cela dit. J'ai oublié de noter, mais c'est quelqu'un d'autre qui... Je pense que c'est son premier film, mais sur son IMDb, il y a plein de films en développement. Là. C'est comme... c'est la nouvelle coqueluche. Ouais, genre... ou peut-être qu'il a été associé à Skydance ou quelque chose comme ça. Fait qu'il a écrit plein de films. Là. Fait que, bref, Air qui est disponible, mais... tapez ça sur YouTube, puis vous allez voir des sites qui la repassent, mais c'est pas encore clair. Bref, comment ça va se rendre à nous, puis s'il va y avoir une version française et tout, mais ça devrait. On va sur les quelques nouveautés de la semaine. Ben oui, voilà. Tout de suite, je pense, le plus gros. Le plus chaud. Donc, Magic Mike's Last Dance de Steven Soderbergh. Oui, lui qui avait réalisé le premier, quitté pour le deuxième, produit, mais qui ne s'était pas mêlé du film tant que ça. En fait, le 2, j'ai vu qu'il avait quand même été le directeur photo et le monteur. Ce qui est quand même assez mais il ne voulait pas réaliser. Il ne voulait pas réaliser, mais il a fait comme c'est tout drôle le parce reste. que, tu sais, il aurait pu, mettons, si tu m'avais dit juste qu'il était monteur, j'aurais fait, peut-être qu'il y avait un conflit au moment du tournage, mais si directeur photo, il était là tout le long du tournage. Je pense qu'il voulait juste garder le même esthétisme, puis pas le réaliser. Ouais, je sais mais Soderbergh est quand même quelqu'un d'assez fascinant où il alterne beaucoup entre films de gros studio, même si le premier film, Magic Mike, était un film à petit budget, mais un film plus commercial, à des trucs quand même des fois assez nichés, expérimental, même parfois. Il va passer de filmer des trucs avec son cellulaire, mais il agit aussi comme directeur photo, monteur sur beaucoup de ses films, souvent sur des pseudonymes, là, pour question de guild et tout ça. Donc vraiment Ouais, c'est drôle, mais ça témoigne de quelqu'un qui est un artiste complet. Là, puis qui aime le cinéma, qui aime faire des films, puis que si c'est cool les gros budgets, mais tu peux pas en faire à chaque année, mais si lui veut faire un film à chaque année, gros petit. Puis tu sais, j'aurais jamais parié, tu m'aurais dit, quand le premier film est sorti, hey, ça va faire une trilogie un jour. Ouais, non. J'aurais pas gagé un 2 là-dessus. Mais bon. Tout vient de Channing, je pense, à ce moment-là, puis son succès qui a monté par la suite. Fait que dans Magic Mike Dernière Danse, Magic Mike's Last Dance, on retrouve Channing Tatum, mais Salma Hayek Pinot, dis-je. Fait qu'après l'échec de différents projets, l'ex-stripteaseur Magic Mike est embauché par une épouse frustrée d'un milliardaire, joué par Salma Hayek, qui va l'amener avec elle à Londres pour diriger un spectacle qui est destiné à faire chier en fait son mari milliardaire qui l'a récemment trompé. Fait que c'est une genre de comédie burlesque, pas le film, mais genre ce qui remonte une pièce burlesque un peu qu'ils veulent réadapter avec la danse et du théâtre. Fait qu'il se retrouve un peu un homme utilisé à ses fins, dans le fond, pour manipuler, etc. Puis, c'était un projet initialement qui avait été annoncé pour HBO Max, directement de chez Warner. Finalement, ils se sont ravisés en disant non, on va le sortir en salle, et ça arrive pour la fin de semaine de la Saint-Valentin. Mais finalement, c'est une sortie limitée. Fait qu'il est disponible peut-être une copie par ville à peu près, pas tant que ça. Fait que, on ne mentira pas, on n'a pas eu la chance de le voir, malheureusement. Mais on s'est quand même informé de ce qui se passe autour de ce film-là. Ce que j'ai lu, c'est qu'on dit que, de ce qu'on comprend, c'est un genre de Pretty Woman, mais inversé aussi, là, que au lieu d'être un monsieur riche avec une jeune femme, là, c'est plus l'inverse. Là. Et
T'avais quoi, toi, dessus? T'avais-tu... En fait, moi, je voulais juste rappeler, peut-être pour ceux qui ne le savaient pas, mais le premier film est inspiré de la vraie vie de Channing Tatum. Savais-tu? Il avait été vraiment un stripper, 18 ans à Tampa. OK. Donc, il y avait cette idée-là, parce que c'est un peu l'idéateur du premier film, là, donc il voulait amener sur écran, raconter un peu là, ses expériences comme male stripper. Là. Donc c'est quand même assez drôle. Littéralement le premier film de Channing Tatum? Non, parce que il avait déjà tourné d'autres trucs avant. Parce que le premier... Puis mais il avait déjà tourné avec Soderbergh, si je me rappelle bien, c'est pendant le tournage... c'est ça, A-Wire, je me rappelle. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Fait que c'est à ce moment-là qu'il avait parlé de ce projet-là à Soderbergh. Il a décidé d'embarquer. Puis quand je disais quand même, c'était un petit budget, c'est 7 millions quand même, le budget du premier Magic Mike. Ouais, c'est ça. Nous, c'est nos gros tournages, mais là-bas, c'est comme une petite affaire. Oui, vraiment un petit budget, mais quand même remporté plus de 160 millions au box-office. Là. Fait que ça a été vraiment un bon investissement. Puis, je me souviens quand Channing Tatum aussi, tu sais, c'était comme un acteur justement qui avait plein de petits rôles secondaires ou tertiaires. Puis à un moment donné, il est devenu populaire. Puis c'était un des films de G.I. Joe là, qui avait essayé le Cobra ou je sais pas lequel, qu'il y avait des scènes avec lui, mais très peu. Puis juste après, quand ils ont vu qu'il devenait populaire, ils ont comme fait un reshoot pour dire « Hey, on va l'intégrer plus, comme ça on va pouvoir le mettre sur le poster. » Tu sais, il est pas passé de troisième rôle à rôle principal, mais maintenant c'est comme s'il est passé de troisième rôle à rôle secondaire pour dire « Ok, il va être beaucoup dans le film, venez le voir. » Ça va être dans le premier, parce que spoiler alert, dans le 2, il meurt. Parce qu'il voulait pas le faire, en fait, il a tellement détesté G.I. Joe, mais il était sous contrat. Fait qu'il a dit, regarde, je vais le faire, mais tuez-moi. Ça devait être dans le premier, puis c'est pour ça qu'ils ont dit, on va te ramener dans le 2, puis on veut un 2, puis on veut toi, mais c'est comme, moi je veux pas. Là. C'est ça. Je suis obligé d'être là, mais je vous donne une journée de tournage. Là. Ça doit être quand même assez atroce pour les comédiens quand t'es sous contrat, même dans une franchise, puis finalement, t'as détesté le résultat du premier film, puis là, tu sais que t'es pogné potentiellement pour en faire 2-3 autres. Là. Ouais, et si t'es à à l'âge où, surtout au moment où sa carrière grandissait, j'ai pas envie de perdre mon temps dans des navets. C'est ça. Fait que, ça a bien tourné pour lui, en fait. Oui. Puis, c'est ça. Fait que c'est un film ici, dans Magic Mike's Last Dance, qui traite de beaucoup de l'épanouissement, de l'affirmation de soi, parce que lui qui rate toujours plein de projets, mais qu'au final, là, sa vraie voix et ses aspirations. Fait que on dit beaucoup que pour les fans du genre et de la série, c'est très intéressant. Encore des bonnes scènes de danse puissantes ici. Puissantes. Ah, il y en a des scènes, on voit, avec plein d'eau qui se verse un peu à la... Flashdance. Flashdance, voilà, c'est ça. Tu veux nous mener où avec ça? Je te laisse. On peut aller voir on va aller sur le drame social Annie Colère de Blandine Lenoir, qui met en scène Laure Calamy, qui est dans un film à tous les mois. Puis encore à Ciné-Québec, j'ai vu, elle s'en venait dans d'autres films encore. Là. Mais tu sais, faut se rappeler qu'en France, il se produit quand même plus de films qu'au Québec. Mais même au Québec, c'est un peu la même affaire. C'est drôle, je disais qu'il avait invité des talents, là, des comédiens. Élise Guilbeault était là les 2 soirs pour 2 films différents de 2 distributeurs différents. Puis Pierre-Yves Cardinal, c'est ça? Mm-hmm. Ouais, je sais maintenant qu'on parlait de Pierre-Yves Roy Desmarais tantôt, ça m'a comme mêlé. Pierre-Yves Cardinal était là 2 soirs, un pour La Cordonnière, l'autre pour Simple comme Sylvain. Puis, fait c'est quand même un peu partout pareil. Quand on était là l'an dernier, Guillaume Cyr était là pour Arsenault et Fils, puis Bungalow. Cette année, il est revenu pour Bungalow, puis pour La Meute. Puis, tu sais, fait que la roue tourne pas tant que ça. Là. Fait que, bref, c'est pareil en France. Une fois que tout le monde réalise, Laure Calamy est vraiment bonne, puis elle est populaire, là, comme tous les producteurs la veulent. Puis elle a dit, moi, j'aime ça tourner, m'a tourné si les projets sont bons. Mm-hmm. Puis, un peu, peut-être que là-bas, finalement, elle est dans un film sur 15, mais nous autres, si l'acquisition se fait juste sur les films de qualité, etc., on dirait qu'elle est finalement dans un film sur 4. Le ratio est très gros. Puis tous ces distributeurs-là différents, des fois, ils ne parlent pas nécessairement. Fait que ça fait que les films sortent à 3 semaines d'intervalle. Là, on parle ici de L'Origine du mal en janvier. Bref, on est en 1974. En France, on suit une ouvrière qui est mère de 2 enfants qui va tomber enceinte, donc d'un éventuel 3e enfant. Mais elle et son mari, qui est aussi ouvrier, n'ont vraiment pas les moyens d'élever un 3e enfant. Puis ça compliquerait vraiment leur vie, voire très problématique sur leurs finances. Mm-hmm. Fait qu'avec l'accord de son mari, elle va
aller recourir au service gratuit du mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception. Donc, on est à une ère où la contraception, l'avortement est illégal en France. Fait que... C'est comme une suite spirituelle à Carl Jane? Ouais, non, mais l'autre film français là, qui était sorti. Simone Veil, tu veux dire? Non, sur l'avortement, là... Voyons. Ah, ben, l'événement. L'événement. Ouais, ben voilà. Sauf que ici, je veux venir, c'est que la loi Veil, qui est traitée, entre autres, dans Simone Veil, l'histoire d'une femme, j'ai oublié le titre exact, là, mais bref, le film sur Simone Veil, ben, c'est elle qui a amené la loi Veil qui permet l'avortement, puis ça se passe comme 1 an plus tard. Fait qu'on est vraiment juste à la limite. Fait que, bref, Annie, le personnage de Laure Calamy, va comme apprécier son expérience. Dans le fond, c'est comme tellement bien passé cette affaire-là qu'elle va commencer à militer pour la cause. Mais là, éventuellement, ça va être au détriment de sa propre famille parce que là, tout ce temps passé-là, ben, elle n'est pas en train d'élever ses enfants et d'aider. Et voilà. Fait que ça va mettre cette tension-là. Mais ben, là, je les ai toutes nommées. Ça rappelle un peu Carl Jane qu'on a eu au mois d'octobre, si je me souviens bien, avec Elizabeth Banks et Sigourney Weaver, qui était pratiquement la même chose, mais aux États-Unis. Mais c'est pas pour rien que tous ces films-là arrivent là. C'est oui pour peut-être rappeler cette importance, ces avancées-là qu'il y avait eu pour la cause féministe puis l'égalité, la cause humaine, en fait, l'égalité humanitaire et tout, les droits humains, mais que là, on sent un recul tranquillement, alors avec l'espèce de montée d'extrême droite puis de droite religieuse aussi. Voyons, le contraire des progressistes, là, des régressistes. Conservateurs, c'est ça. Fait que c'est pour ça que Annie Colère arrive au bon moment. Fait que c'est un hommage, c'est ça, aux pionnières de la cause féministe. On est dans une réalisation plus traditionnelle, mais Calamy et les autres comédiens et surtout comédiennes du film sont tous vraiment investis. Au niveau du jeu, il n'y a rien à redire. Fait que si vous avez... En fait, je pense que c'est un meilleur film que Carl Jane. Fait que si vous avez pas vu Carl Jane, on vous invite à voir Nicolas. Si vous avez vu l'autre, ben, c'est une autre vision parce que dans le fond, c'est un pays différent aussi également. C'est un peu ce que j'ai à dire pour ça. Et il y a le documentaire Le mythe de la femme noire, qui est un documentaire québécois de Ayana Oshun, qui traite de la représentation des femmes noires dans l'imaginaire collectif. C'est-à-dire qu'on a plein de stéréotypes et de généralisations. Fait que là, ces femmes-là, devant un format assez classique quand même d'entrevue, mais sur des sujets vraiment variés, vont un peu nous rappeler ces stéréotypes-là, mais les briser. Fait que c'est des femmes de plein de métiers, de plein de classes sociales différentes, dans le fond, qui ne dialoguent pas entre elles, mais dialoguent avec la réalisatrice Ayana. Fait que c'est un film comme super pertinent, super intéressant, parce que c'est ça, il y a des entrepreneurs, des artistes, des chercheurs, des philosophes. Fait que... Point de vue très varié. Ouais, c'est ça, qui casser cette image qui a été mise, pas juste... Tu sais, tout stéréotype vient pas juste de ce qu'on véhicule nous, c'est qu'amener ça a été mis dans des œuvres d'art, dans des représentations culturelles, des choses comme ça. Dans la publicité, le marketing. Voilà, c'est ça, oui, beaucoup. Fait que c'est super intéressant. C'est pas... Ben, c'est quand même un documentaire, là. C'est pas nécessairement excitant à regarder, c'est pas enlevant, c'est pas du true crime, mais c'est la vraie vie, mais c'est pas lourdeau non plus, là. J'ai vraiment... Ça a passé en un coup de vent, là, à mon écoute. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses. Ben, je n'ai pas pu le voir, donc... Moi, j'ai haï ça. Ouais, c'est ça. Ah, t'as pas eu le temps, finalement? Non, c'est ça, j'ai pas eu le temps de regarder, mais non, je trouvais le sujet assez intéressant. D'ailleurs, je pense que c'est démarqué aussi dans différents festivals ou quelque chose comme ça. En tout cas, oui, mais j'ai pas noté. Mais c'est ça, donc il y a quand même un petit buzz alentour de ce documentaire-là, donc... Ouais, je n'avais pas validé, fait que là, je t'ai... lancé sous l'autobus. Mais je t'invite à le regarder. Même visionnement de famille, il n'y a pas de problème. Fait que j'ai beaucoup aimé Le mythe de la femme noire, qui devient dès sa création là, un outil éducationnel super pertinent. Puis pas juste pour les communautés de descendance africaine ou quoi que ce soit, mais pour tout le monde, en fait. Genre. Fait que, puis tu comprends aussi... Tu sais, c'est souvent arrivé que... ces personnes-là, dans ce cas-ci des femmes, il y a des stéréotypes qui sont comme juste sur les communautés noires où le message que tu peux apprendre est sur toutes finalement, là, comme humanitaire. Là. Mais qui se retrouvent seuls là, au secondaire, des fois tu as des souvenirs, il y avait comme 2 noirs dans l'école, genre. Mais
elles-mêmes, je pense qu'en discutant comme ça, font « OK, on a un peu tous vécu la même chose et c'est de la merde, là, tous ces stéréotypes-là de s'être fait maltraiter, là, quand même. Là, pas physiquement, mais du sens large d'être maltraité, d'être impoli. » Dans les autres sorties, il y a, je l'avais mentionné d'entrée de jeu, Close, qui est en sortie plus large, qui est en nomination dans les films étrangers, que moi j'ai vraiment beaucoup aimé, que je vous invite à aller voir si maintenant c'est accessible près de chez vous. Et je ne sais pas si vous aviez déjà vu le film Titanic de James Cameron. Levez la main, ceux qui ne l'ont pas vu, il doit plus en avoir beaucoup sur la planète. Eh bien, on fête, ça va pas vous rajeunir, on fête le 25e anniversaire du film qui était sorti en, comme Noël 97, fait que le gros c'est fait en 98, c'est là qu'il a gagné sa foulée d'Oscars et ces choses comme ça. Je m'en rappelle très bien de mon premier visionnement. Moi aussi, là, j'avais 11 ans, là, fait que je m'en souviens. C'était aux Galeries de la Capitale, là. Pour les gens de Québec. C'est ça. Ouais, c'est ça, dans le temps qu'il y avait un cinéma là. Et honnêtement, j'avais été vraiment renversé par le film. Là. C'était quelque chose. Je me souviens pas, par contre, c'est dans quel cinéma. Ça devait être soit les Galeries, aussi de Québec, ou peut-être le cinéma Sainte-Foy, qui maintenant c'est les cinémas Le Clap qui sont là. C'était peut-être ça. Je conduisais pas, là, fait que là, des fois, c'est flou où est-ce que j'étais, mais je me souviens d'avoir vu le film. Il avait ressorti en 2012, qui était après son 15e anniversaire, en 3 dimensions. Mais ici, oui, il est encore en 3 dimensions, mais il est rendu en 4K avec son Dolby Atmos dans les salles qui le permettent. Fait que disponible en français et en anglais, mais il est juste en 3 dimensions. Ils ne l'ont pas ressorti en 2 dimensions. D'accord. Je pense pas que ça va être à l'affiche très longtemps. Mais c'est quand même fou, ça. Au total, là, en argent... réel, là, pas en remettant tous les chiffres sur un même niveau, mais à l'époque. Ouais. Et au total, parce qu'il est ressorti comme en 2012, il est ressorti aussi en 2017, là, genre quand Avenger avait été devenu numéro 1, il l'avait ressorti pour rester numéro devant. Mais ça a été en 20, je pense. Non, finalement, il s'était fait dépasser. Puis il est ressorti en 2020, genre dans la pandémie, quand il n'y avait rien à ressortir, des choses comme ça. Là. Mais ça a pas en 2012, il avait refait un genre de 50-60 millions, là, ça avait été payant, mais les autres fois, pas tant que ça, là, une couple de 100 000. Là. Rien pour écrire à sa mère. Fait que, mais au total, accumulé en domestique, donc États-Unis et Canada, 659 millions de dollars, ce qui le place 8e. Avatar 2 est 20 ou 30 millions derrière, fait qu'il pourrait peut-être le battre si Avatar continue là-dessus. Mais 3e au monde avec 2,19 milliards de dollars, presque 2,2 milliards. C'est hallucinant. Ceux qui sont devant, c'est le premier Avatar puis Avenger Endgame, c'est ça. En fait, je pense que le premier Avatar est numéro... J'ai comme un blanc. Je pense qu'Avatar est numéro 1 puis Endgame est numéro 2. Ouais, c'est ça. Puis... Alors, c'est un pari assez fou et risqué. C'est ça que j'ai mêlé, excuse. Quand Avenger est devenu numéro 1, c'est Avatar qui était ressorti. OK. C'était pas Titanic. Ouais, c'est pas Titanic. Je pense. En tout cas, c'est flou. Peu importe. Et je me rappelle très bien de cette époque-là, quand le film était en production et tout ça, puis que c'était Paramount qui avait financé. Mais c'est Paramount et Fox. Et Fox, comme c'est ça. Et je me souviens, on annonçait vraiment que c'était une catastrophe qui s'en venait et tout ça, et même que ils avaient menacé de cesser la production. Cameron avait même dû remettre son salaire de réalisateur en jeu. Okay. Et je pense que c'était la Fox qui produisait à l'origine parce que je pense qu'il avait fait True Lies avec eux. Et puis finalement, ils ont dû aller chercher un cofinancement avec la Paramount. Et ça avait vraiment frustré les gens de la Fox. Peut-être pas sur le coup, mais après ça, quand ils ont vu les recettes que le film avait générées. Mais ça a été toute une épopée quand même. Ben, je me souviens plus du coup, mais tu sais, c'était quasiment 200 millions. Ah oui. Puis on 200 est en 95. Là, et ça. Ça fait pas long. Puis t'annonces un film de 3h15. Oui. Et historique. Ça faisait pas très longtemps que Waterworld s'était solidement cassé la gueule avec un genre de budget de 150 millions, puis ça se passait dans l'eau aussi, puis des affaires de même. Fait que probablement que on commençait à être très craintif de ça. Puis, alors que quand... Il n'y a pas des vedettes établies, là. Kate Winslet sortait de DiCaprio, c'est une jeune coqueluche, mais on ne sait pas encore s'il rapporte de l'argent. Il y avait eu son succès avec Romeo et Juliette, qui venait de sortir l'année d'avant, mais tu sais, ça avait été un bon succès, mais c'était pas
C'était pas une figure là, comme Tom Cruise là encore. Là. Exact, c'est ça. Okay. Puis, fait à sa sortie initiale, qui était en décembre 97, là, genre 19 décembre, il a quand même remporté 112 millions, ça, donc du 19 décembre au 31 décembre, en 2 semaines d'affiche, pour fêter 7e dans l'année 1997. Fait que c'est complètement fou. En 2 semaines. Puis le numéro 1 cette année-là, c'était Men in Black avec 250 millions. T'sais. Puis lui, il est 7e avec 112, il était à moitié. Donc, la majeure partie de son box-office, il l'a fait en 98. Là, je parle, ça, c'est les chiffres aux États-Unis. Il a terminé premier avec 488 millions. Le deuxième, qui est quand même un très gros film, Armageddon, il a 198 millions. Fait qu'il a vraiment détruit les autres. Là. Je sais pas si Avatar va avoir même... Il y aura même pas cette différence-là avec le suivant, je pense. Parce qu'il va être dans la même situation. Il a fait beaucoup en 2022. Puis sur 2023, tu sais, peut-être que... Non, je pense pas Rapide et Dangereux, là. Je vais en revenir, là. Mais je sais pas quel gros film. Tu sais, Les Gardiens de la Galaxie va peut-être faire un, 400 millions, là, peut-être 500. Puis Avatar, il est pas tant, là, parce qu'il s'enligne pour faire 700, je pense. Fait à peu près, ouais. Ben, c'est sûr ça, il n'y aura jamais une aussi grosse différence. C'est 2 fois plus. C'est comme si un film, aujourd'hui, le deuxième faisait 300, puis le premier avait fait 700. Là. Je parlais tantôt de la différence au Québec. Là. Ben, ça a été un cas où c'était ça aux États-Unis. Puis là, je suis tombé à m'amuser, finalement, dans les box-office. Le troisième, c'était en 98. C'était Faut sauver le soldat Ryan avec 190 millions. Mais le quatrième, là, c'est Marie un je ne sais quoi, avec 174 millions. Ouais. Et le cinquième, c'était le Waterboy, le porteur d'eau de Adam Sandler, avec 147 millions. Ça, c'est sûr, c'est des films que des fois, surtout Waterboy va faire moins à l'international, mais aux États-Unis, il était très fort. Ouais. Puis j'entendais des gens dire récemment, et c'est vrai que des comédies américaines, surtout, super lucratives, on n'en voit plus. C'est vrai. Puis c'est vrai, ils se ramassent ces plateformes. Faut dire aussi que je pense qu'il y en a que la qualité a diminué ou qu'on voit puis qu'on dit ouais, on dirait que c'est un film de 2003 qui nous serve aujourd'hui. Là. Oui, tout à fait. Tu sais, Judd Apatow a eu ses heures de gloire, mais il y a un style moins... comment dire, un petit peu moins découpé au couteau. Là. C'est plus la vraie vie, les gens qui parlent et tout. Fait que ça fait des films de 2h05. C'est pas la même dynamique. Ben Stiller a reconnu que c'est ça du bon succès. Là. Je suis pas allé aux Zoolander et tout dans les autres années, mais pas mal plus rare ces temps-ci. Oui, puis on dirait que rapidement de même, il n'y a pas non plus de nouveaux visages peut-être de cet humour-là. Là, on parle encore de Carrie, on a eu les Carrie Adam est Sandler, vers Will Ferrell dans les années 2000, Stiller. Mais... Will Ferrell a dû avoir un bon succès ou deux, là, mais depuis quelques années, effectivement. Il y a, Andy Samberg est un des visages, mais il a fait beaucoup de films de plateforme, de téléséries. Il n'y a pas eu de film fort, là. Même ses films avec les... j'oublie son groupe de musique. C'est ça. C'est beaucoup plus indie, là, exact, même si c'est très apprécié par les fans. Donc moi, je vais aller le revoir, en tout cas. Moi, je pense tout de suite, parce que je ne l'ai pas revu, moi, en 2012. Moi non plus. Donc, ça fait 25 ans que je l'ai vu au cinéma. Je l'ai revu quelques fois à la télé, mais bon, c'est pas la même chose du tout. J'ai vraiment juste hâte de voir... Puis, moi, je ne serais pas tant sur James Cameron, là, pour mettons, Terminator 2, là. Mais je pense que oui. Je pense que pour l'événement, je vais aller checker ça. Je suis pas fan de 3D non plus. Tu sais, je suis comme... Dans le fond, j'y vais à reculons, fait que je me dis que je peux juste être... agréablement surpris. Ouais, exactement. Tu sais. Puis... j'ai hâte de voir le fameux gars qui tombe sur l'hélice là, en Atmos. On va te sentir comme tout le son qui passe au-dessus de sa tête, de notre tête, puis le clang qui résonne. Écoute. Mais non, mais c'est vrai, juste quand il perce l'iceberg, quand toutes les cloisons, là, les voûtes se remplissent d'eau et tout, je pense que ça va être quand même assez immersif, voire submersif. Oui, dans ce cas-ci, bien sûr. Fait que c'est un plus bref épisode un peu aujourd'hui, là, quoique on dirait que j'ai tellement profiter pour parler de tout et de rien on fera pas 1 heure, mais je pensais qu'on ferait 25 minutes, mais finalement quand même plus que ça. Donc pour ceux qui prennent une marche, faites-la un petit peu plus courte c'est ça, cette semaine. Là, c'est ça, vous allez peut-être être surpris, fait que commencez à revenir un peu vite. La semaine prochaine, là, le retour des blockbusters depuis Avatar, et qui de mieux que Disney pour mettre un autre blockbuster après Avatar de Disney? Eh bien, c'est Ant-Man and the Wasp Quantumania, donc le 3e Ant-Man, qu'on pense beaucoup que ça pourrait être... que la vie du personnage d'Ant-Man de Paul Rudd pourrait être en jeu. Ben oui. Question de contrat, de fin, on a
terminé pas mal des contrats des héros de la phase jusqu'à la phase 4. Fait que... Et on amorce en même temps ce nouveau cycle, la phase 5 de Marvel. Donc, est-ce qu'on va vouloir souligner ça avec un décès? Un sacrifice. Une fin surprise. Donc, j'ai hâte d'avoir, mais en tout cas, visuellement, ça a l'air très spectaculaire, très différent des deux autres. On s'entend quand même, les deux premiers Ant-Man étaient un peu les films pauvres de Marvel. Là. Ça faisait avancer l'histoire, c'était des sympathiques. On sentait qu'il y avait moins de budget, moins de scènes grandes, mais là, on s'en va dans le Quantumania. Ouais. Donc, tout le monde a dû filmer devant des écrans verts en parlant des balles de tennis. Probablement. Puis, c'est la présentation de Kang, dans le fond. Là. C'est là qu'on va l'introduire. Donc, c'est sûr que le méchant du film ne meurt pas à la fin. On va en avoir besoin pour... quelques années encore. Ouais, c'est ça. Joué par Jonathan Majors. Et il se retrouve... Il a l'air d'être beaucoup avec sa fille, Katie, je pense. Casey. Fait que peut-être qu'il va avoir une passation de flambeau, justement, pour aller vers des Young Avengers, ou je sais plus comment ils appellent. Bref, tout ça et bien plus à découvrir la semaine prochaine dans Mon Ciné Balado. D'ici là, écrivez-nous balado au singulier commercial monciné.ca et on vous invite à vous procurer gratuitement le magazine Mon Ciné, comme d'habitude, qui est disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province. Et s'il n'y est pas, demandez-leur qu'on l'ajoute, qu'ils nous contactent. monciné.ca pour plus d'informations. Sur ça, on vous souhaite de bonnes semaines et du bon popcorn.